Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Ladislas Lubilo et comme vous l'avez peut-être deviné à mon accent, je suis français. Je suis arrivé à Montréal il y a 9 mois, en août, et en tant que Français qui arrive à Montréal, il y a un gros cliché, c'est qu'ici, ce sont les filles qui draguent. Et derrière ce cliché se trouve l'idée que Montréal, c'est une ville plus avancée, plus ouverte, plus inclusive et plus égale. Mais c'est aussi le symbole d'une société qui évolue vers plus de transparence, d'équité et d'inclusion. Pourtant, il y a une industrie qui a un impact majeur sur nos comportements et qui s'affranchit complètement de cette révolution de pensée. Cette industrie, j'aimerais en parler aujourd'hui, c'est la pornographie. Et si la pornographie arrive à passer à travers les mailles du filet, c'est notamment à cause du tabou qui l'entoure. Aujourd'hui, à un dîner, quand vous annoncez que vous avez arrêté de boire de l'alcool, ou que vous avez arrêté de fumer, on vous félicite, on encourage votre force mentale, on vous soutient dans cette démarche. Si vous annoncez que vous n'avez pas regardé de vidéos porno depuis 2 semaines et que vous êtes fier de ça, pas encore exactement la même réaction. Et non seulement on n'en parle pas, mais en plus, une dépendance à la pornographie, ça ne se voit pas. On n'a aucune idée dans nos amis de qui regarde la pornographie, qui n'en regarde pas, à quelle fréquence, s'ils ont un rapport sain avec ou non. En faisant mes recherches sur cette conférence, en demandant du feedback auprès de mes amis, j'ai eu des révélations que je n'aurais jamais pu imaginer avec mes amis, et ce qui montre le sentiment de solitude exacerbé par ceux qui luttent contre cette dépendance. Pourtant, malgré ce tabou, c'est un phénomène d'une ampleur considérable. Un quart des vidéos visionnées sur Internet sont aujourd'hui de la pornographie. Et non seulement considérable, mais en plus, qui touche de plus en plus de jeunes et de plus en plus tôt. Pardon, ça c'était le sentiment de solitude. Ce que vous voyez ici, c'est le temps moyen passé par les visiteurs par tranche d'âge chaque mois. Vous voyez, ça commence dès 10 ans. C'est une étude qui a été menée par l'ARCOM en mai 2023. On estime qu'aujourd'hui, un tiers des enfants de moins de 12 ans sont exposés à de la pornographie. Une étude a été menée sur près de 3000 jeunes au Québec, âgés en moyenne de 14 ans et demi, et dans ce sondage, plus de 52% d'entre eux ont reconnu avoir regardé un film plus d'une fois par semaine durant les 3 derniers mois. Et si c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout chez les jeunes, une étude a cherché à comprendre quelles variables avaient le plus d'impact sur cette consommation. La variable numéro 1 était l'ennui. En fait, la pornographie est souvent utilisée comme une distraction. Et pourquoi ça? Parce qu'elle libère une molécule dont on parle beaucoup en ce moment, la dopamine. La dopamine, c'est la molécule du plaisir libérée par votre cerveau quand vous faites une action qui est bonne pour votre survie ou une action gratifiante. Malheureusement, elle est aussi la source de nombreuses addictions, les drogues dures, l'alcool, on en parle de plus en plus pour les réseaux sociaux, et aujourd'hui pour la pornographie. Et en fait, cette dopamine du plaisir, votre cerveau va vous encourager à répéter cette action, ce qui peut créer une dépendance, et surtout, face à ce stimuli très fort, votre cerveau va créer des barrières et un sentiment d'accoutumance pour éviter cette fatigue, ce qui va vous amener à vouloir chercher toujours plus de nouveautés et d'intensité dans les contenus que vous allez regarder pour atteindre le même niveau de dopamine et de plaisir. C'est ce qu'on appelle l'effet Coolidge, et c'est le cercle vicieux dans lequel les consommateurs de pornographie tombent à la recherche de contenus de plus en plus extrêmes. Et une dépendance à la pornographie ou à cette dopamine, ça a des impacts négatifs dans votre vie. Le premier, c'est qu'un tel niveau de dopamine libéré par la pornographie et l'orgasme est extrêmement élevé, et donc à côté, les petits plaisirs de la vie, les petits pics de dopamine vous paraissent insignifiants. Votre café le matin, votre délicieux croissant français, votre déjeuner entre amis, un rapport avec votre partenaire, tout ça a beaucoup moins de saveur, la vie vous paraît plus grise. Mais aussi, l'éditrice Marie Harrington nous parle de la théorie que l'énergie sexuelle est une constante. Et donc, plus l'énergie sexuelle va être dépensée dans un plaisir individuel, dans la pornographie, moins elle va exister dans les rapports entre individus. C'est ce qui expliquerait, une des raisons qui expliquerait que dans un sondage en février 2023 par l'IFOP, l'Institut français de l'opinion publique, 46% des jeunes entre 18 et 25 ans ont témoigné ne pas avoir eu de relations sexuelles l'an passé. C'est 18% de plus qu'en 2015. Face à ça, on comprend que la pornographie, c'est mauvais.
Vous pourriez me dire, Ladislas, j'ai compris, mais au pire, ça ne regarde que moi, et regarder deux personnes avoir une relation sexuelle et se filmer, ça ne fait de mal à personne. Malheureusement, si. Quand vous regardez un film pornographique, les acteurs ou les actrices ne sont pas toujours consentants. Elles peuvent être filmées à leur insu, sans consentement ni rémunération. Il y a une grosse partie du trafic de femmes qui alimente l'industrie pornographique. Des femmes qui sont louées pour la production de contenu pornographique. De nombreuses prostituées forcées par leurs proxénètes à la production de films. Dans une maison de réhabilitation, un tiers des prostituées affirmaient avoir été forcées à la production de vidéos. Et si vous vous dites que non, vous regardez des vidéos où elles sourient, où les actrices sont consentantes, toutes ces prostituées ont avoué avoir été menacées de représailles si elles ne simulaient pas durant les vidéos. Mais il y a aussi eu des témoignages de femmes au Québec, en France, dans des situations précaires, des étudiantes, des mères de famille, qui acceptaient une fois un tournage et qu'on trompait, à qui on disait que leur visage n'apparaîtrait pas ou que les vidéos seraient dédiées à des DVD pour des pays étrangers et qui se retrouvaient en ligne sur Pornhub, accessibles à tout le public et leur entourage. Et ce qu'on a vu avec l'effet Coolidge, c'est que ces femmes doivent en plus s'adapter à une demande avec toujours plus de nouveautés et des scénarios de plus en plus extrêmes. Mais le plus atroce dans tout ça, c'est que ça concerne aussi de nombreux enfants mineurs. En 2020, le journaliste Nicolas Christophe publie un article dans le New York Times, Les enfants de Pornhub, où il fait des révélations chocs sur la société numéro 1 de l'industrie, basée à Montréal. Dans cet article, il explique que les recherches enfants de 18 ans ou 14 ans sur Pornhub mènent dans chaque cas à plus de 100 000 vidéos. Il parle du cas d'une enfant de 15 ans disparue en Floride et retrouvée par sa mère sur plus de 58 vidéos sur Pornhub. Le cas d'une enfant d'origine chinoise, adoptée par une famille aux États-Unis et forcée dès l'âge de 9 ans à la production de contenu pornographique. Ces vidéos, 10 ans plus tard, sont toujours accessibles sur Pornhub. Il parle du cas d'une enfant filmée à son insu lors de sa première fois à 14 ans et qui a tenté de mettre 2 fois fin à ses jours à la suite de cet épisode. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce phénomène, les mots teen porn en 2013 ou pornographie adolescente ont été cherchés plus de 500 000 fois sur Google, chaque jour. J'ai vite compris qu'en regardant de la pornographie, je contribuais à une industrie intimement liée au trafic d'êtres humains qui abusait de nombreuses femmes et des enfants et qui en plus véhiculait des messages et des normes destructeurs dans nos sociétés. En effet, on a vu qu'un tiers des enfants de moins de 12 ans étaient aujourd'hui exposés à de la pornographie, que plus de la moitié d'un échantillon d'enfants de 14 ans regardaient de la pornographie une fois par semaine, alors que l'âge moyen de la première fois est toujours de 17 ans. La pornographie est donc trop souvent le premier éducateur sexuel des enfants. Des dizaines, voire des centaines de vidéos durant des années visionnées avant un premier rapport sexuel. Et dans un sondage en 2005, 58% des garçons et 42% des filles estimaient que leur sexualité était fortement influencée par la pornographie. On peut donc se demander si on veut que ce soit ça, le premier éducateur sexuel de nos enfants, de la jeunesse. Une industrie qui prône l'humiliation, le rapport de force, des agressions, le culte de la performance, mais aussi, beaucoup trop souvent, des scénarios malsains. Scénarios racistes, sexistes, incestueux, des scènes de viol scénarisées, des rapports sexuels entre membres de la même famille, entre le professeur et son élève, entre le chauffeur de taxi et sa passagère. Est-ce qu'on veut que ce soit ça, les normes et les standards imposés par cette industrie qui a tant d'impact dans nos comportements? Face à ça, que faire? Il y a des industries, il y a des acteurs qui ont voulu prôner une pornographie positive, qui vérifie le consentement de chaque acteur, avec des formules payantes où le revenu est redistribué entre les acteurs. Ça peut être une solution. Mais comme le thème de la journée, c'est Stop, j'aimerais vous inviter à un défi. Le défi d'arrêter la pornographie pendant 21 jours.
Pourquoi 21 jours? Car c'est la durée communément utilisée pour perdre ou créer une nouvelle habitude. Alors, les étapes de ce défi, elles sont au nombre de 4. La première, c'est d'être accompagné par un proche ou par un professionnel. C'est parfois des habitudes qui sont ancrées depuis des années, avec des images marquantes et choquantes. Il peut être crucial d'être accompagné durant ce défi. La deuxième, c'est vous dire qu'arrêter la pornographie, ça ne veut pas forcément arrêter de dire la masturbation. Ça peut être l'occasion de vous reconnecter avec votre corps, avec votre excitation, sans substitut vidéo, sans scénario malsain. Ça développera plutôt votre imagination et votre créativité et un rapport plus sain. La troisième, c'est d'utiliser un bloqueur de sites pour supprimer l'accès à ces plateformes. Et la quatrième, c'est d'identifier les moments de tentation et les remplacer par une activité qui vous procurera un vrai pic de dopamine. Faites 20 pompes, allez vous promener, appelez un ami, prenez un café, prenez un de ces délicieux croissants ou allez courir. Moi, ce défi, je l'ai fait il y a 4 ans et ça a changé ma vie. Au lieu de regarder un film porno, je me suis mis à appeler un ami, je me sens beaucoup plus proche et entouré dans mes différentes démarches. Au lieu de regarder un film porno, je me suis mis à courir et il y a 6 mois, j'ai couru le marathon de Montréal. Au lieu de regarder un film porno, je me suis surtout débarrassé d'une habitude qui me pompait toute mon énergie physique, mentale, et je l'ai remis plutôt dans des défis professionnels, des défis sportifs, et à construire mes amitiés. Aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à vous réapproprier cette énergie créatrice, et que bientôt, à Montréal, on soit fiers à un dîner de dire « j'ai arrêté la pornographie ». Merci beaucoup.